Tout d'abord, je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour partager avec vous cette présentation que je trouve très intéressante. Très intéressante parce qu'on va parler d'une drogue qui a marqué l'histoire des immunosuppresseurs, par son efficacité, par sa toxicité aussi. Donc c'est les anticalcineurines. Et donc on va essayer de voir comment optimiser la prescription de cette drogue. Donc tout d'abord, il faut connaître que les immunosuppresseurs ont révolutionné la prise en charge des patients transplantés, aussi quelques maladies inflammatoires. On sait que les immunosuppresseurs ont trois effets, donc un effet direct, c'est l'effet souhaitable, un effet toxique et un état d'immunodéficience qui favorise les infections et les cancers. Et les anticalcineurines en particulier représentent la pierre angulaire des immunosuppresseurs parce qu'ils ont permis une réduction significative du taux de rejet. Sur le plan historique, c'est un métabolite isolé dans les années 70 à partir d'un champignon du sol. Il a un effet antifongique. En 72, Borel a remarqué que cette drogue désactive le lymphocyte T et le mérite revient à Kahn en 78 qui a utilisé cette drogue pour la première fois en transplantation rénale et qui a montré qu'elle est efficace. Et dans les années 84, nous avons isolé un macrolide à partir d'un micro-organisme, c'est-à-dire une bactérie du sol, c'est le Tacrolimus. Et les années 96, c'est la découverte, la forme micro-émulsion de la cyclosporine. Et sur l'axe historique, on remarque que c'est les années 80, c'est la cyclosporine mise sur le marché, et les années 90, c'est la mise sur le marché du Tacrolimus. Et on remarque que le Tacrolimus a été prescrit d'une façon large et élargie avec le temps, avec une courbe croissante, pour deux raisons, parce qu'elle est efficace et parce qu'elle donne moins d'effets secondaires par rapport à la cyclosporine. Aussi, l'analyse des immunosuppresseurs qui sont prescrits par le système d'assurance maladie en France, on remarque que le tacrolimus vient en chef de file, c'est l'immunosuppresseur le plus utilisé en transplantation rénale. Et avant de passer à la pharmacocinétique et aux effets secondaires et comment optimiser la prescription, je dois partager avec vous les indications des anticalcineurines en néphrologie. La première indication qui est très claire, c'est la greffe rénale. La deuxième indication, c'est quand on a un syndrome néphrotique idiopathique type HSF-LGM, corticodépendant ou corticorésistant, tout en sachant que le risque de rechute existe sous anticalcineurine. Et aussi, il y a le risque de la néphrotoxicité à long terme. D'où l'intérêt d'un bon suivi pharmacologique thérapeutique. Pour la GM idiopathique, il y a peu d'études anciennes. C'est vrai que la cyclosporine ou le tacrolimus permet d'obtenir une rémission, mais le grand problème, c'est les rechutes. Les rechutes sont fréquentes. Une fois, on arrête le traitement au bout de 12 mois. Ce qui a obligé les équipes à prolonger la durée de son prescription en cas de GEM, mais malheureusement, la majorité des patients ont développé une néphrotoxicité, et c'est un médicament qui est abandonné dans la prise en charge de la GEM idiopathique. Par contre, dans la néphropathie lupique sévère, maintenant, il y a plusieurs études, il y a même des méta-analyses récentes dans le Cochrane, et qui mettent le doigt sur la place du tacrolimus dans le traitement d'induction, en association avec le MMF et la corticothérapie faible dose. Et parmi les grandes études, il y a la multitarget thérapie, c'est un travail qui a concerné quand même 368 patients présentant une néphropathie lupique classe 3, 4 et 5. Et ils l'ont divisé en deux groupes, un groupe traité par MMF, tacrolimus, corticothérapie, et l'autre groupe par cyclophosphamide par voie intraveineuse. Et dans ce travail, on note très bien l'efficacité de cette association. Et les auteurs mettent le doigt sur la place du tacrolimus. Et probablement que dans les prochaines recommandations, c'est un médicament qui va sortir et qui va être indiqué chaque fois qu'on a une forme sévère. Il y a maintenant une nouvelle anticalcineurine, c'est la voclosporine. La voclosporine, c'est une nouvelle anticalcineurine qui a un métabolisme plus stable par rapport au tacrolimus et par rapport à la cyclosporine. C'est des essais cliniques, phase 2, LAURA, entre 265 patients et l'étude Orion. Et c'est des études qui ont comparé voclosporine, corticothérapie MMF versus un contrôle. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme molécule. Et dans ces travaux, on remarque très bien l'efficacité de la voclosporine. Probablement, c'est un médicament prometteur. Maintenant, il y a des études, phase 3, et on attend les résultats. Alors, maintenant, on va passer au mécanisme d'action. On sait très bien que le lymphocyte T est la cible des anticalcineurines, mais tout d'abord, il faut connaître comment
le lymphocyte T, il est activé. Donc chaque fois qu'il y a une fraction antigénique présentée par la cellule présentatrice de l'antigène, il va être lié à un récepteur. Le récepteur TCR-CD3. Ça, c'est le premier signal. C'est-à-dire, c'est un signal antigénique. Mais ce signal, il est insuffisant pour activer le lymphocyte T. On a besoin d'un deuxième signal. C'est le contact entre les récepteurs CD28 et CD80-86. Et donc, grâce à ces deux signaux, que le lymphocyte T va être activé. Donc, une fois activé, il y a une libération donc, du calcium, une activation de la calcinurine. Alors, quel est le rôle de la calcinurine? La calcinurine joue un rôle très important dans la transcription des gènes des cytokines, en particulier l'interleukine 2. Et une fois l'interleukine 2 est synthétisé, il va se lier sur les récepteurs CD25, ce qui va activer le cycle cellulaire, c'est-à-dire la prolifération du lymphocyte T. Donc, si on remarque d'une façon globale et générale les sites d'action des différents immunosuppresseurs, on remarque que la cyclosporine ou le tacrolimus vont se lier sur des récepteurs cytoplasmiques pour désactiver la calcinurine. Et une fois la calcinurine est désactivée, on n'aura pas cette déphosphorylation de ce facteur nucléaire des cellules T activées. Et donc une fois cette déphosphorylation est bloquée, malheureusement, on n'aura pas la transcription des gènes de l'interleukine 2 et par conséquent une diminution de la synthèse de l'interleukine 2 et un blocage de la prolifération lymphocytaire. Donc voilà le site d'action des anticalcinurines. D'une façon plus détaillée, lorsqu'on prescrit de la cyclosporine ou du tacrolimus, ils vont donc se lier sur ces immunophilines, c'est les récepteurs, cyclophiline pour le cyclosporine, FKBP12 pour le tacrolimus. Après, on aura ce complexe qui va se fixer sur la calcinurine pour débloquer cette déphosphorylation du facteur nucléaire des cellules T activées et par conséquent, on va bloquer la synthèse de l'interleukine 2. Donc d'une façon générale, les inhibiteurs de la calcinurine vont bloquer l'activation du lymphocyte T. Et maintenant, on va passer à la pharmacocinétique. Pourquoi la pharmacocinétique? Parce que les différentes études ont montré qu'il y a une grande variabilité des doses prescrites. Pour obtenir par exemple une dose, une concentration entre 10 à 15, il y a des patients qui ont besoin de 0,04 mg par litre, et il y a des patients qui ont besoin de 0,36 mg donc par kilo. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence concernant la dose prescrite. Donc il y a une grande variabilité entre les sujets. Alors pourquoi cette variabilité? On va donc l'expliquer tout de suite. Deuxième remarque, chaque fois qu'on prescrit les anticalcinurines, il y a trois effets. Soit on est dans la dose optimale, c'est l'effet qu'on souhaite, soit on est dans une dose très élevée, malheureusement c'est la toxicité, soit la dose elle est très faible, pas d'effet, mais en réalité ce n'est pas d'effet. Par exemple en transplantation rénale, le grand problème c'est le rejet. Et donc la fourchette thérapeutique elle est très étroite quand on prend ce type d'immunosuppresseurs. Et donc il faut un bon suivi thérapeutique pharmacologique. Alors, donc, revenons toujours à la pharmacocinétique. Donc, d'une façon globale et générale, chaque fois qu'on donne ce médicament, donc, il va être absorbé d'une façon passive. Après, il va être métabolisé au niveau du foie. Ce qui engendre, c'est les deux sites où il y a un grand problème. Pourquoi un grand problème? Parce que ces deux sites sont gérés d'une façon génétique. Ils sont déterminés génétiquement. Ça veut dire quoi? À ce niveau-là, vous remarquez qu'il y a une sécrétion active par une pompe de sécrétion qui est la P-glycoprotéine. C'est quoi la P-glycoprotéine? C'est une pompe de sécrétion. Et donc, ces pompes de sécrétion, parfois, fonctionnent d'une façon exagérée, accélérée. Pourquoi? On va voir pourquoi. Parce qu'il est déterminé génétiquement. Aussi, le métabolisme passe par le cytochrome P450. Et donc, il y a des patients qui ont un métabolisme rapide. Il y a des patients qui ont un métabolisme ralenti. Et donc, si le métabolisme est rapide, c'est des patients qui vont consommer plus de l'anticalcinurine, c'est des patients expresseurs, on va les voir tout de suite. Et si les patients ont un métabolisme ralenti, c'est des patients non expresseurs, c'est-à-dire ils vont consommer une faible dose d'anticalcinurine, c'est des patients non expresseurs. Alors, donc pourquoi on a cette variabilité pharmacocinétique? Parce qu'il y a une variabilité pharmacogénétique. Et on va commencer par la P-glycoprotéine, qui assure la sécrétion active. Donc ce travail, c'est vrai, il est ancien, mais c'est un travail qui a une grande valeur scientifique et qui a montré, chaque fois qu'on a donc cette mutation, c'est la G2677TA,
On remarque pour les patients qui sont homozygotes sauvages, c'est-à-dire des homozygotes naturels, nécessitent une forte dose par rapport aux homozygotes mutés. Donc c'est des médicaments qui sécrètent plus le médicament et ils ont besoin d'une forte dose. Donc chaque fois qu'on a cette mutation, donc, on aura donc pour les homozygotes naturels une forte sécrétion, donc il nécessite une forte dose. Deuxième problème, c'est le métabolisme hépatique. Le métabolisme hépatique est assuré par le cytochrome P450. Et donc ce cytochrome, ou son fonctionnement, est déterminé génétiquement. Donc génétiquement, c'est-à-dire lorsqu'on a donc une forme homozygote naturelle, on remarque que c'est des patients qui ont besoin de fortes doses. Ce qui est en rouge, c'est des patients, des homozygotes, mais mutés. Ils ont besoin de faibles doses. Et la différence, elle est significative. Donc ce qui est en bleu, c'est les expresseurs. C'est des patients qui ont un métabolisme rapide. Ils ont besoin de fortes doses. Ce qui est en rouge, c'est des patients non expresseurs. Ils ont un métabolisme ralenti. Ils ont besoin de faibles doses. Et dans le service de néphrologie donc, du CHU de Rabat, nous avons réalisé un travail qui a concerné 39 patients. On a fait donc le polymorphisme génétique et nous avons remarqué que la majorité de nos patients sont des non-expresseurs. C'est des homozygotes mutés, c'est-à-dire ils ont besoin de faibles doses. Et donc, si on réalise cette recherche génétique avant de prescrire le tacrolimus, donc on aura une idée sur la posologie avec laquelle on doit démarrer. Donc, et ce qui sort dans les recommandations pour les patients expresseurs, homozygotes, naturels ou des hétérozygotes, donc augmenter la dose de 1,5 à 3 fois la normale. Pour les homozygotes mutés, commencer par 0,5, 15 mg par kilo. Mais toujours, attention, ça c'est la dose initiale. Il faut un bon suivi thérapeutique pharmacologique après. Alors, quels sont les principaux effets secondaires? Tout d'abord, il y a la néphrotoxicité, bien sûr, on va la détailler. Il y a la neurotoxicité, surtout avec le tacrolimus, en particulier le tremblement. Le tremblement est une complication fréquente avec le tacrolimus. Et donc, chaque fois qu'on a un tremblement, il faut vérifier donc, les concentrations sanguines. L'autre complication, c'est la dyslipidémie, surtout avec la cyclosporine. Pour le diabète, on va le détailler, surtout avec le tacrolimus. Et pour l'hyperuricémie, il se voit avec le tacrolimus et avec la cyclosporine. Pourquoi on a une hyperuricémie? Parce qu'il y a une diminution de la sécrétion de l'acide urique. Donc l'hyperuricémie peut être asymptomatique, il peut devenir symptomatique. À ce moment-là, il faut donc la gérer. C'est les symptomatiques. Et le grand problème, c'est les interactions médicamenteuses entre la colchicine et la cyclosporine. Pour l'hypertrichose et l'hypertrophie gingivale, c'est des effets secondaires, en particulier de la cyclosporine. Pourquoi? Parce que la cyclosporine est un agent prolifératif. Donc, l'analyse de 360 biopsies rénales en Chine. Donc, pour des patients présentant une dysfonction du greffon, qu'est-ce qu'on remarque? 10% de ces patients ont dysfonction du greffon à cause d'une toxicité aux anticalcinurines. Pourquoi on a cette toxicité? Parce que les anticalcinurines sont responsables d'un état de stress du réticulum endoplasmique, ça c'est la cellule tubulaire. Et sur le plan vasculaire, il y a de l'ischémie. Il y a de l'ischémie qui va être responsable de lésions endothéliales. La conséquence finale, c'est libération de facteurs profibrosants. Une mort cellulaire, c'est l'apoptose cellulaire, qui va aboutir à la fibrose, à l'atrophie tubulaire et à l'ischémie glomérulaire et la perte de greffon par la suite. Donc sur le plan expérimental, l'exposition des cellules tubulaires à la cyclosporine 6 micromètres pendant 48 heures montre qu'il y a une libération de ces médiateurs, GRP78, PDE et LEO1-alpha. Donc c'est des médiateurs du stress du réticulum endoplasmique. Et avec le temps, on voit qu'il y a une augmentation de l'expression de ces médiateurs. Et à la fluorescence, on voit très bien les cellules tubulaires qui vont apparaître avec un élargissement de leur lumière. Ça, c'est le stress du réticulum endoplasmique, c'est la toxicité tubulaire sur le plan expérimental. Concernant la transition épithélio-mésenchymateuse, qui est un état profibrosant, donc dû à l'ischémie glomérulaire, donc de ce travail expérimental, on voit très bien que les cellules tubulaires, une fois exposées à la cyclosporine, vont changer de structure. Ils vont s'allonger, ils vont se détacher, il y a l'apparition de ce qu'on appelle les fibres de stress. Et avec la libération de quelques médiateurs, en particulier le HCP47, la fibronectine, qui représente des médiateurs de la transition épithélio-mésenchymateuse, qui est un état pro-fibrosant. Et donc, sur le plan fonctionnel et histologique, les lésions ou les désordres fonctionnels qu'on va observer, c'est tubulaire, une baisse de la réabsorption du magnésium, une baisse de la sécrétion du potassium et de l'acide urique. La conséquence finale, c'est l'hypomagnésémie, l'hyperuricémie et l'hyperkaliémie.
une vasoconstriction chronique responsable d'une hypoperfusion rénale qui va être responsable d'une insuffisance rénale. Et sur le plan histologique, c'est une toxicité tubulaire avec donc l'apparition de vacuoles, de mitochondries géantes et de quelques calcifications, avec une ischémie glomérulaire qui va aboutir à des lésions histologiques malheureusement définitives. Donc voilà l'exemple de quelques lésions, ça c'est des vacuoles, des cordons nucléaires, des mitochondries géantes, donc des vacuoles et des microcalcifications. Ça c'est la toxicité histologique des anticalcinurines. Alors, est-ce que la cyclosporine donne plus de lésions histologiques rénales que le tacrolimus? Donc, ce travail du registre australien qui a analysé 200 patients diabétiques de type 1, greffés rein-pancréas, et il y a des patients traités par cyclosporine et des patients traités par tacrolimus, avec un bon suivi avec des biopsies itératives chaque année. Qu'est-ce qu'on remarque? Avec la cyclosporine, on a plus de fibrose interstitielle et plus de glomérulosclérose. Donc, la conclusion, la cyclosporine donne plus de toxicité rénale par rapport au tacrolimus, et donc ce qui justifie donc la prescription du tacro d'une façon plus répandue dans le monde. Concernant le diabète, dans ce travail espagnol, il y a analysé 3 groupes. Donc un groupe de patients traités par tacro avec un arrêt précoce de la corticothérapie, un groupe traité par tacro avec faible dose de corticothérapie, et un groupe de patients traités par cyclosporine, faible dose de corticothérapie. Qu'est-ce qu'on remarque? On a plus de diabète avec les patients traités par tacrolimus. Donc le tacrolimus donne plus de diabète dû à une inhibition de la sécrétion d'insuline par le pancréas. Il y a une toxicité directe. Il y a aussi donc une inhibition des gènes qui expriment donc l'insuline. Mais lorsqu'on analyse donc le risque-bénéfice, parce que le tacro, il prévient le rejet quand même. Donc les recommandations sont pour le tacrolimus. Donc malgré qu'il y ait cette complication, il faut savoir la gérer. Et donc on préfère le tacrolimus par rapport à la cyclosporine. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications du produit? En général, pas beaucoup. Donc en cas d'allergie, c'est très très rare. Par contre, quand on traite un syndrome néphrotique idiopathique corticodépendant ou corticorésistant, il faut faire attention. Si le patient a une insuffisance rénale, normalement, il faut se méfier de la prescription. C'est une contre-indication. Il faut donc contrôler la créatinine après la prescription. Si elle dépasse 30% par rapport à la dose initiale, il faut donc penser à arrêter la cyclosporine ou le tacrolimus. Et bien sûr, lorsqu'on a des lésions de fibrose interstitielle sévère, c'est une contre-indication aux anticalcinurines. Et bien sûr, en transplantation rénale, il y a une situation, c'est l'apparition des cancers, où il faut donc à ce moment-là switcher aux inhibiteurs de la mTOR. Donc c'est un détail qu'on va soulever après dans la partie comment optimiser la prescription des anticalcinurines. Alors pourquoi le suivi thérapeutique pharmacologique? C'est très important, c'est une partie importante, parce que sans suivi, donc on ne va pas connaître les interactions, on ne va pas connaître les effets secondaires, soit rénaux, soit extra-rénaux. Donc parce qu'au début, on commence toujours par une dose pour obtenir donc des concentrations, pour observer des effets. Et à partir des effets observés, le praticien doit intervenir pour revoir la dose, pour revoir les concentrations, afin donc d'arriver à l'effet souhaitable. Donc c'est très important. Et donc, le suivi en général se fait par donc, un prélèvement, donc juste avant l'administration, ce qu'on appelle le C0 pour la cyclosporine ou le T0 pour le tacrolimus. C'est quoi C0, T0? C'est le taux résiduel, ce qui reste dans l'organisme. Mais il y a le T2 ou le C2, c'est-à-dire on fait un dosage 2 heures après l'administration et qui va nous renseigner sur le pic plasmatique. Parce qu'en général, la grande partie pharmacodynamique va se dérouler les 2 premières heures, mais pas pour tous les patients. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'ont pas le pic à 2 heures. D'où l'intérêt d'utiliser donc l'air sous la courbe. 0,12. C'est quoi 0,12? C'est des prélèvements horaires. Et après, on va tracer une courbe. On va voir tout de suite. Pour déterminer l'air sous la courbe. Mais le problème, c'est compliqué. La procédure, elle est très compliquée. Donc, c'est une indication de la réaliser quand on a des effets secondaires non expliqués par des T0 dans les normes. Par exemple, un patient sous tacrolimus qui fait des tremblements avec des concentrations dans les normes. Il faut voir l'air sous la courbe et probablement c'est un patient en surdosage. Et le T0 par contre a ses limites. Quelles sont ses limites? Il va nous renseigner sur un temps X, c'est-à-dire il ne va pas nous renseigner sur l'exposition pendant les 24 heures. Et donc il y a des patients qui ont des T0 dans les normes et malheureusement ils font le rejet. D'où l'intérêt donc de penser à l'individualisation et à la personnalisation de la prescription des anticalcinurines. Voilà un exemple donc l'air sous la courbe. Donc c'est des prélèvements horaires, on trace la courbe. Donc c'est un peu compliqué. Donc sur le plan pratique, on se limite à un dosage T0.
Alors, la cyclosporine disponible, c'est utilisable, c'est le Nioral, forme microémulsion, 25, 50, 100 mg, la posologie de 2 à 5 mg par kilo par jour en deux prises, avec des concentrations aux alentours de 150 à 200 au début de la greffe, puis 75-150 nanogrammes par litre. Et pour les syndromes néphrotiques idiopathiques, la phase de poussée, c'est 150 à 100 nanogrammes par millilitre, comptez 0. Et quand on a une dose d'entretien, c'est 50 à 100 nanogrammes par millilitre. Mais toujours, ça reste donc une personnalisation, une individualisation dans la prise en charge des patients. Pour le tacrolimus, on a donc le programme 0,5, 1 mg, 5 mg. C'est en deux prises à heure fixe. Ou la Dvagraf, donc mieux. Une seule prise par jour, c'est la forme retard. Il existe sur présentation 0,5, 1 mg, 3 mg, 5 mg. Le tacro est 10 fois plus puissant que la cyclosporine. La posologie en général 0,1 à 2 mg par kilo. Les T0 c'est entre 8 et 12 au début de la greffe. Après c'est 5 à 10 nanogrammes par millilitre. Donc ce travail italien donc, concerne donc 41 patients donc, qui ont bénéficié d'un switch de tacrolimus à la Dvagraf, c'est-à-dire à la forme retard en une seule prise. Après 36 mois de la transplantation rénale, et on note qu'il y a une bonne sécurité. La courbe elle est stable de la fonction rénale après un suivi moyen de 84 mois. Donc il n'y a aucun risque de switcher les patients de la forme simple de prise à la forme retard du tacrolimus. Les interactions médicamenteuses aussi est un axe important et ça rentre dans le cadre du suivi thérapeutique pharmacologique parce que le métabolisme passe par le cytochrome P450. Il y a des inhibiteurs qu'il faut connaître parce que si on a une inhibition du métabolisme, la conséquence c'est l'augmentation des concentrations sanguines, en particulier avec le kétoconazole qui est un antifongique, avec les macrolides, en particulier l'érythromycine. Les inhibiteurs calciques, il faut se méfier avec la nicardipine et le lithiazème. Si on utilise donc, il y a donc d'autres inhibiteurs calciques qui sont en particulier la manidipine qui est bien tolérée. Pour les antirétroviraux aussi, ils donnent une inhibition. Et le jus de pamplemousse. Pour les inducteurs, la rifampicine, l'isoniazide, phénobarbital et les anticonvulsivants. Et pour les associations déconseillées, il y a la rosuvastatine, parce qu'on a une dyslipidémie, il faut faire attention aux statines. Il y a un risque donc d'inhibition de leur métabolisme, un risque de surdosage, un risque de rhabdomyolyse, en particulier avec la rosuvastatine. Et pour la colchicine, c'est la même chose, si on prescrit pour une hyperuricémie symptomatique, il faut prescrire faible dose, 0,5 mg, pour une courte durée. Il faut se méfier des complications, en particulier neuromusculaires. Alors, comment optimiser la prescription des anticalcinurines? Alors comment optimiser la prescription des anticalcinurines? Tout d'abord, donc l'idéal c'est de réaliser donc une étude génétique pour connaître donc le profil génétique et ce qu'on appelle donc à visée prédictive, c'est-à-dire avant de prescrire donc le tacrolimus, on doit avoir une idée sur donc, le profil génétique, ou a posteriori, c'est-à-dire à visée explicative, c'est-à-dire des patients qui font des variations de concentration sanguine. Toujours réaliser un dosage 48 heures après la prescription et 48 heures après chaque changement. Pour le contrôle, en général, on fait 2 fois par semaine, surtout les 3 à 6 premiers mois. Le monitorage se fait par un dosage résiduel, le T0, l'air sous la coque pour des situations particulières. Et bien sûr, il faut respecter les prescriptions, donc ne jamais modifier donc une prescription de façon spontanée. Pour l'heure des prises, en général, 30 minutes avant le petit déjeuner ou 30 minutes avant le dîner ou 2 heures après un repas. Et bien sûr, chaque changement doit tenir compte du côté technique, c'est-à-dire il faut vérifier est-ce que vraiment donc, cette concentration observée est réelle, c'est-à-dire s'il y a un problème technique. Deuxième chose, il faut s'assurer des interactions médicamenteuses, qu'est-ce que le patient prend. Et troisième paramètre, est-ce qu'il y a un respect des heures de prise et de la dose prescrite.
En transplantation rénale, chaque fois parfois on a des reprises retardées de la fonction du greffon. Et donc, on est obligé donc de décaler l'introduction des anticalcinurines. Donc, c'est un travail qui a donc étudié 68 patients greffés rénaux. Ils ont réussi un traitement d'induction, soit par basiliximab ou par thymoglobuline. Et ils sont divisés en deux groupes. Un groupe qui avait une reprise retardée, 38 patients, avec introduction aux alentours, donc un délai de 4 jours après la greffe rénale. Et non délai, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas de reprise retardée de fonction du greffon et qui ont bénéficié d'une introduction de tacrolimus à le premier jour. Alors, on remarque qu'il n'y a pas de risque de rejet parce que c'est des patients qui ont bénéficié d'une année de suivi avec des biopsies itératives, pas de rejet sur plan histologique, avec une bonne survie des greffons dans les deux groupes et deux survies des patients. Et donc la conclusion, donc il y a une sécurité d'introduire tardivement les anticalcinurines chaque fois qu'il y a une reprise retardée de la fonction du greffon, mais à condition de mettre un traitement d'induction. Alors, il y a quand même des stratégies pour minimiser donc le risque de toxicité des anticalcinurines. Donc, la première stratégie, c'est minimiser donc les doses. Donc, ça, c'est le suivi thérapeutique pharmacologique. Mais il faut faire attention à l'apparition de DSA, au risque immunologique, c'est important. Deuxième situation, c'est le switch, anticalcinurine inhibiteur de la mTOR. 3 situations. Chaque fois qu'on a une néphropathie chronique de l'allogreffe avec une toxicité aux anticalcinurines objectivée histologiquement. Chaque fois qu'on a une euplasie. Et chaque fois qu'on a une infection virale. Et on est loin donc de la greffe, on peut donc les switcher donc aux inhibiteurs de la mTOR, on va voir pourquoi. Et il y a des stratégies de non-introduction. On greffe des patients sans mettre d'anticalcinurine. Alors, quelles sont ces situations? En Germanie, donc, c'est un centre donc, qui ont switché les patients 4,5 mois après la transplantation rénale à l'éverolimus. Donc, un switch précoce, ce n'est pas un switch tardif. Normalement, ce qui est recommandé, c'est le switch tardif. Là, c'est un switch rapide. Et on remarque qu'au bout d'une année de suivi, on a une belle courbe du DFG, c'est-à-dire une sécurité. Mais on ne sait pas le long terme de ces patients. Donc il faut donc faire attention à ce switch précoce. Donc ça c'est une analyse réalisée par une équipe japonaise sur les avantages et les inconvénients d'un switch tardif anticalcinurine inhibiteur de la mTOR. Alors quels sont les avantages? Les avantages des inhibiteurs de la mTOR ont un effet antiprolifératif. Donc en cas de cancer, il faut donc les prescrire. Ils ont un effet antiviral, donc il faut donc les prescrire par exemple quand on a une maladie à CMV. Ils ont un effet anti-athérosclérotique. Et aussi les avantages de ce switch, on va supprimer la toxicité des anticalcinurines. Mais attention aux inconvénients. Les inconvénients, c'est la toxicité ou les effets secondaires des inhibiteurs de la mTOR, en particulier les pneumopathies, les troubles digestifs, la protéinurie, le retard de cicatrisation, les ulcères donc de la langue, de la bouche. Et il y a aussi un autre inconvénient majeur, c'est l'apparition des DSA et le risque immunologique. Donc c'est une décision quand même qui est lourde. Concernant la greffe des patients sans anticalcinurine, donc il y a 2 protocoles. Tout d'abord, il faut que les patients soient donc apparentés, c'est-à-dire apparentés et identiques, avec absence de DSA, c'est-à-dire des patients à faible risque immunologique. Il y a 2 protocoles. Soit on va les mettre sous inhibiteur de la mTOR tacrolimus pendant 3 mois avec le MMF. On va donc arrêter le tacrolimus au bout de 3 mois. Soit on va les greffer avec ATG stéroïde, MMF, sans mettre du tacrolimus. Mais il faut que les patients soient donc des patients à faible risque immunologique, identiques, sans DSA. Il y a aussi une notion importante à ne pas oublier, c'est la non-observance et la non-adhésion thérapeutique. Donc chaque fois qu'on a une variabilité de dosage, pensez à la prise irrégulière. Et donc la prise irrégulière quand même a une fréquence qui varie entre 19 et 25%. Et les différentes études ont montré que les facteurs de risque sont l'âge jeune, le sexe masculin, le faible niveau socio-économique, la polymédication, plus donc de 8 médicaments par jour ou 10 comprimés par jour, et bien sûr si on a des troubles psychologiques associés. D'où la place donc du pharmacien, clinicien, dans le suivi donc, de ces patients. Le suivi des patients est très important parce que l'analyse de 312 transplantés rénaux dans 8 centres de transplantation en France a montré que la non-observance thérapeutique prend un aspect croissant. 17% à 3 mois, 34% à 24 mois. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas se relâcher, il faut donc maintenir cette activité d'éducation thérapeutique et d'éducation des patients parce que la non-adhésion thérapeutique donc s'aggrave avec le temps. Et donc, ce travail intéressant, on remarque, si on n'a pas une intervention du pharmacien clinicien, on a une iatrogénie aux alentours de 27%.
Et si on a une intervention à l'entrée du patient à sa sortie, il passe à 17%. Donc vous voyez, très important qu'il y ait une corrélation entre la présence et le rôle du pharmacien clinicien, exactement, et l'iatrogénie médicamenteuse. Et donc l'éducation thérapeutique, il ne faut pas l'oublier, normalement, il doit rentrer dans la prise en charge de tout patient présentant une maladie chronique, en particulier la prescription des anticalcineries. Pourquoi l'éducation thérapeutique? Pour améliorer les connaissances des patients, pour améliorer leurs compétences et pour augmenter leur autonomie, bien sûr augmenter leur autonomie, mais d'une façon positive et pas donc négative, bien sûr. Et donc pour conclure, donc, il faut toujours faire attention à la balance risque-bénéfice parce que c'est un grand problème. Mais grâce à un bon suivi thérapeutique pharmacologique en général, on peut éviter les effets secondaires, on peut éviter les interactions médicamenteuses et on peut assurer une bonne adhésion thérapeutique. Et bien sûr, une personnalisation et une individualisation de la prescription reste donc le meilleur moyen pour le bon suivi des patients. Et je vous remercie. Merci Dr Douattal pour cette présentation pédagogique et pratique. Et donc on passe aux questions. Merci Citala pour cette belle présentation. Moi, par rapport à l'étude pharmacogénétique, on a déjà fait une étude, ça fait 6 ans, sur 100 individus, ils n'étaient pas transplantés, c'était 100 prélèvements à 100 individus. Effectivement, on a trouvé la même chose, 60% des patients avaient la lettre 3, donc ils étaient moins expresseurs. Par contre, je ne suis pas très d'accord avec toi par rapport à la cible, c'est-à-dire après les 3 mois, 6 mois d'accro, 5 à 10 de greffe. Ouais. 5 à 10, c'est un petit peu haut par rapport à ce qui est recommandé. Moi, je préfère ne pas dépasser 8 après. Mais c'est ce qu'on fait, c'est pas 5 à 10. Exactement, ça c'est un peu les fourchettes. C'est les fourchettes, mais on reste... Je voulais que tu mets un petit peu ce que vous faites en pratique, parce que c'est ce qui est important pour l'assistance. C'est-à-dire. Donc, en général, c'est 7-8. Et ça dépend donc de. Je viens parler donc de l'individualisation. Parce que c'est cas par cas. Cas par cas, ça dépend donc de la tolérance, ça dépend donc de l'évolution de la fonctionnelle, des effets secondaires. Mais en général, on est donc à 7, 6, 8 maximum de T0, loin de la transplantation. Exactement. Parce qu'effectivement, il y a la toxicité infraclinique. Il n'y a pas de l'interdction. Ce que tu as très bien présenté, c'est que les patients, ils ont besoin de faire le dosage. Parallèlement, ce n'est pas la peine de s'exposer à un fort dose avec systématiquement dès qu'on dépasse 10, ils ont des effets secondaires. C'est clair, dans le travail donc, australien, 200 patients diabétiques greffent rein pancréas avec un bon monitorage. Des biopsies itératives, il y a de la toxicité. Par contre, le monitoring 48 heures après la prise, nous on préfère être plus prudent parce que 48 heures n'est pas encore eu le temps d'être imbibé. Oui, mais on fait, mais en pratique, c'est-à-dire, même si on fait, on ne change pas. C'est-à-dire, on préfère refaire 3 jours. Oui, tout à fait. On fait, mais on ne change pas. Mais tu as au moins une idée sur comment ça évolue. Non, on le fait. Déjà, dans notre pratique, on commence par faible dose. Avant d'avoir une idée sur le profil génétique. Toujours, on est prudent. Je vais discuter avec Marie qui fait son mémoire. C'est Marie qui fait ça. Oui, donc je profite pour dire merci à Dr Ben Bella Meriem, c'est parce que c'est son centre, voilà, c'est un travail très bien. Et puis voilà, donc nous on ne met pas le 0,15 mg kilo d'enlevé parce qu'on a la TIMO. L'induction. Parce qu'on utilise la TIMO, c'est ça. Donc on est plus... On est 00801, 00801, on fait attention. Question. Moi j'ai une question par rapport à la néphropathie lupique, l'utilisation du tacrolimus. Est-ce qu'il y a d'autres études, à part les études asiatiques, qui ont essayé de... Il y a des méta-analyses du Cochrane publiées dernièrement et qui montrent l'efficacité et la place du tacrolimus. Probablement, c'est quels centres qui ont fait les... Plusieurs centres, des méta-analyses, c'est un peu hétérogène. C'est pas... Pardon. Quand on a créé les équipes de recherche en néphrologie, avec l'unité UPR de néphrologie à la fac de médecine d'Oran. L'université nous a demandé de faire des projets de recherche. L'un des projets de recherche dont on a fait le design
Et on voulait le faire, c'était justement traitement de la néphropathie du pic par le tacrolimus à la suite de la publication chinoise. Oui. Alors le projet n'a pas été accepté parce qu'on allait tout faire, l'étude génétique, on allait tout faire. C'était un vraiment un design vraiment exhaustif. Ça allait coûter 500 000 dirhams, le projet de recherche. Donc il n'a pas été accepté malheureusement. Mais on était parti dans le service pour le faire avec la néphropathie du pic. Maintenant, il n'y a pas de recommandation, mais ce qui sort, c'est forme sévère. Ça faut qu'on a une forme sévère, une forme résistante, introduire le tacrolimus. S'il n'y a pas de réponse. Par exemple, si on traite, normalement c'est pour de 3 mois. S'il n'y a pas de réponse, il faut changer le protocole thérapeutique. Parmi les options, maintenant les formes sévères, les formes sévères. On fait le somnifère, le corticoïde, on fait l'endoxan. oui. Et la suite, on ne fait pas le tacro. Hein. Nous, dans le service, on n'a jamais utilisé dans la néphropathie du pic. On va vers le rétix. Oui. On fait le rétix d'abord, on fait beaucoup plus le rétix. Je pense que c'était la discussion avec Mme Tézé dernièrement. Il a soulevé donc ce point du tacro. Elle n'avait pas. Elle avait accepté, je me rappelle. Non, c'était un point qu'on a discuté, mais on a un point qui sort dans la discussion avec les internistes. On est sur le rétux maintenant, on n'est pas encore passé à la cyclosporine, la néphropathie. On n'a jamais été là. Oui. Merci Thaler pour cette belle présentation. Moi j'ai 2 petites questions en fait sur le polymorphisme génétique marocain. Donc s'il y a 2 études qui ont été faites déjà qui montrent à peu près les mêmes résultats, pourquoi ne pas faire, on va dire, bon peut-être, oui, un essai clinique sur un large nombre de patients pour définir un protocole marocain spécifique à ces patients-là? Parce que bon, il y a toujours, enfin, les patients par exemple asiatiques qui sont acétylorlents, donc on sait très bien d'avance, donc adapter la pose dès le départ, donc peut-être, enfin réfléchir sur. Tout est question de budget à Taïch. Tout est question de budget. Nous on allait faire néphropathie du pic et tacro. Et ça coûtait très cher, ça a été refusé à l'université. Mais à l'échelon national, bien sûr, Mais je pense que l'idéal c'est de faire un futur greffé, de faire l'analyse juste avant. Exactement. Comme ça, on va donner le dose qu'il faut. C'est ce qui est. Parce qu'on fait l'étude, on trouve que 60% des patients sont acétylurlents. C'est pas parce qu'ils sont acétylurlents qu'on va tomber sur un patient qui sera. Donc l'idéal c'est d'avoir le patient futur greffé, de faire l'analyse juste avant. L'étude génétique avant. Juste avant, un mois avant, et après on a ce profil-là et on donnera la dose qu'il faut. C'est bien, c'est la visée prédictive. Exactement. C'est avant. Ce qu'il faut faire. Donc il faut proposer aux patients de faire l'étude génétique. D'ailleurs, si on fait comme ça, on est très à l'aise dans le suivi. Parce que quand on baisse le tacro, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand le malade est bas et qu'on augmente, on ne sait pas où on va. Et c'est vrai que c'est très utile. Et la fourchette thérapeutique, elle est très étroite. Ça coûte 1000 dirhams l'analyse. L'analyse. 1500. C'est 1800. 1800 exactement. 1800 dirhams. Non, à l'époque, ça coûtait 1200 à l'époque. Avec la. Elle n'a pas eu tous les greffés, il n'y a eu que 30 39 qui ont accepté donc. 39 qui ont les moyens pour faire. Bien. Parmi eux,